Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans. Je suis tombée malade lors du premier confinement de mars 2020. Dès le confinement, je me suis mise à faire du sport à la maison alors qu'avant je faisais énormément de sport à côté. Il fallait que je noie mon stress dans autre chose. Je gardais tout mon stress pour moi et j'arrivais pas à manger. La pédiatre a dit que ma maman se faisait des films. Si je mangeais pas, c'est parce que je faisais des caprices. Des fois, j'étais tellement dans l'hyperactivité que je me levais très tôt le matin pour aller marcher avant d'aller au collège. J'avais qu'une envie, c'est de tout arrêter, de me dire mais pourquoi je peux pas être comme avant ? La dame a expliqué à ma mère que si je serais pas venue dans la journée ou le lendemain, je serais décédée. J'avais vraiment compris que j'étais malade, donc je me suis mis à manger ce que je pouvais. J'ai envie de faire ce que je veux. Ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite, franchement, je dois vivre ma vie à fond. J'ai failli mourir. Si je pouvais transmettre un message, ce serait vraiment de toujours y croire, de jamais abandonner et de toujours positiver. Même si c'est dur, faut se battre. Bienvenue dans l'épisode 36 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Cette semaine, je vous propose d'entendre un nouveau témoignage, celui de Clémence. C'est lors du premier confinement que Clémence, aujourd'hui âgée de 15 ans, a sombré dans l'anorexie. Elle a commencé à faire plus de sport, à faire attention et petit à petit, les quantités qu'elle mangeait ont diminué. Cela l'a menée jusqu'à un état critique qui a conduit Clémence à être hospitalisée pendant 2 mois au printemps 2021. De retour à la maison, Clémence s'est battue pour sortir de la maladie avec le soutien de ses parents et de ses camarades de collège. Je vous laisse découvrir notre échange. Vous allez voir que ma voix m'avait fait faux bond pendant cet enregistrement qui a eu lieu en octobre 2021. Bonjour Clémence, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Alors, j'ai la voix qui est un petit peu partie aujourd'hui. Je suis un peu beaucoup enrhumée du coup. J'espère que je vais tenir jusqu'à la fin. Mais cela dit, ce qui va être important, c'est ta voix à toi, puisque tu as accepté de venir nous partager ton histoire dans ta relation avec l'alimentation. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, Clémence, pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Clémence, j'ai 15 ans. Je suis tombée malade lors du premier confinement de mars 2020. Je suis tombée dans l'anorexie début septembre 2021. Et au début, c'est ma maman qui a diagnostiqué la maladie, car en étant jeune, elle a eu le même problème. Oui, elle a tout de suite reconnu les signes, en fait, quand elle a vu ce dès qui le se début, passait. elle a compris que c'était ça. Oui. Du coup, alors tu nous parlais du premier confinement, donc mars 2020, si je comprends bien. Donc tu avais quel âge en mars 2020 ? 14 ans du coup. Oui, je venais d'avoir 14 ans. Oui. Et est-ce que... alors si ça te dérange pas qu'on remonte un petit peu avant. Non, du tout. Est-ce que dans ton enfance ou dans le début de ton adolescence, il y avait déjà eu des problèmes dans ta relation avec ton alimentation ? Depuis que je suis petite, j'adore la nourriture. Oui. Mais c'est pas pour autant que quand j'étais petite, j'étais super musclée, j'adorais le sport, j'étais tout le temps sur mon petit vélo, j'adorais faire de la marche avec mes parents, j'adorais faire de la piscine, j'étais très sportive. Et à l'époque de mes 10 ans, on a déménagé d'une ville à une autre. Oui. Et j'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais très stressée. Mes parents travaillent beaucoup, ils gèrent tous les deux un hôtel. Donc je les voyais très peu et j'étais très angoissée. Donc en fait, je noyais mes problèmes dans l'alimentation. Donc je mangeais beaucoup, j'étais un puits sans fond et j'arrivais jamais à m'arrêter jusqu'à en avoir plein l'estomac. Et après, donc j'ai commencé à avoir des remarques en me disant
les personnes de ma classe, au début, j'ai eu des remarques en 6e par un garçon qui m'a dit que j'étais grosse, des trucs comme ça. Sauf qu'au début, ça m'occupait pas l'esprit. Et Oui. des fois, j'avais ma maman ou mes sœurs, mon papa, qui me disaient de faire attention, qu'il fallait que je diminue certaines choses. Sauf que moi, j'étais en pleine enfance, donc je m'en rendais pas compte. Et c'est là que est arrivé le confinement, où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Et depuis que j'avais 11 ans, j'étais tellement stressée que j'arrachais mes cils et mes sourcils par le stress la nuit. Donc, j'ai réussi à stopper ça du jour au lendemain après plus de 3 ans, en ayant vu des médecins, des psychologues, des psychiatres, enfin, toutes les choses possibles et rien ne fonctionnait. Après, pendant le confinement, j'ai eu très peur parce que j'étais quelqu'un de très sociable. J'adorais le contact avec les gens, tout ça. Je m'entendais très bien avec ma classe. On avait une très bonne ambiance. Et j'ai eu très peur d'être coupée de tout ça. Donc en fait, dès le confinement, je me suis mise à faire du sport à la maison alors qu'avant je faisais énormément de sport à côté. Je faisais du tennis de table en haut niveau, donc je faisais du sport comme le tennis de table était arrêté, je faisais du sport à la maison. Donc Oui. j'allais courir de temps en temps avec mes sœurs. Et au début, j'avais beaucoup de cours en vidéoconférence. Mes premiers cours étaient à 8h et se finissaient vers 16h, 17h. Après, j'allais faire du sport 1 ou 2 heures. Et après, je recevais à 20h mes devoirs pour le lendemain qui arrivaient en retard sur le site de l'établissement. Donc en fait, je travaillais beaucoup la nuit, ça pendant 2 mois. Donc j'étais très fatiguée à la fin du confinement. Pendant le confinement, j'ai perdu facile 5 kilos. J'ai juste diminué les cochonneries, j'ai arrêté de manger des bonbons à longueur de journée, des trucs comme ça, ou j'ai commencé à manger des légumes, mais tout en gardant une alimentation correcte à côté, sans supprimer aucune chose, à part le sucre en trop grosse quantité. Oui. Et après, je suis revenue à l'école en juin. Donc tout se passait très bien pour moi. J'ai passé vraiment une très bonne année avec mes camarades. Et au mois de juillet, je suis partie en vacances avec mes 2 meilleurs amis dans le sud de la France, où j'ai vraiment passé des super vacances. On gardait toujours le sport à côté, mais on se faisait vraiment plaisir. Et après, je suis rentrée à la maison début août, où mes parents étaient pas là. Et j'ai commencé à manger toujours équilibré, mais des fois je mangeais moins, des fois je mangeais plus. Enfin vraiment là ça allait. Et après donc je suis rentrée en septembre 2021 en 3e. La 3e s'est bien passée, j'étais contente parce que j'étais dans la classe de mes copines, j'avais un super cours principal. Oui, et puis tu retrouvais cette sociabilisation qui te manquait tant pendant Oui, c'est ça. le confinement. Et donc en 3e, en début d'année, je mangeais bien. Je mangeais le matin des céréales. Vraiment, je me faisais plaisir. Je mangeais un gros bol de céréales avec du chocolat. Enfin, j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Et après, début octobre, début novembre, j'ai commencé à faire attention. Le midi, je mangeais à la cantine. Sauf que la cantine, c'était de plus en plus mauvais. Enfin, la cantine, ça n'a pas une très bonne réputation. Donc, Oui. c'était vraiment mauvais. Et j'ai commencé à presque plus manger à la cantine parce que mes amis ne mangeaient pas. Donc en fait, manger pour moi, c'était dur parce que déjà, je venais d'avoir des mauvaises pensées. Donc manger avec mes amis, c'était très difficile, surtout que eux, ils me regardaient manger parce qu'ils voulaient pas manger. Donc c'était vraiment très difficile. Qu'est-ce que tu veux dire par mauvaise pensée? Je commençais déjà à avoir des pensées en me disant qu'est-ce que j'ai mangé ce matin, qu'est-ce que je pourrais manger d'équilibré ce midi. Il y avait cette comptabilité qui se mettait en route en fait. Oui, au début, je me demandais ce que j'allais manger le matin, des trucs comme ça. Et donc après, je mangeais presque pas le midi, non, très peu. Et le soir, j'arrivais à la maison assez tard, comme je finissais assez tard les cours. Après, comme quand j'étais petite, j'arrachais mes sourcils pour diminuer mon stress. Après, là, j'allais faire du sport, mais ensuite, il fallait que je noie mon stress dans autre chose. Donc en fait, je gardais tout mon stress pour moi et j'arrivais pas à manger le soir. Du coup, je mangeais très peu et mes parents, au début, ils disaient « Ah, tu manges pas beaucoup, qu'est-ce qu'il y a ?» Puis en fait, au début, pour moi, c'était juste une mauvaise passe. Sauf que ça s'est très mal passé par la suite. Donc les jours se sont écoulés et j'avais de plus en plus mal au ventre dans la journée. Dès que je mangeais un peu plus, mon ventre il gonflait énormément.
J'étais Mmh. vraiment, tordue de douleur, je passais des fois des journées à pleurer tellement que j'avais mal au ventre. Mmh. Donc avec mes parents, nous sommes allés chez le médecin Ouais. et le médecin a pensé que je faisais une intolérance au gluten. Donc Oh! j'ai fait toutes les prises de sang possibles, d'ailleurs j'ai jamais eu les résultats, enfin donc bah, on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» Donc j'ai diminué, le gluten, j'ai remplacé par Mmh. des aliments sans gluten et c'est aussi Ouais. ça qui a favorisé, bah, ma perte de poids parce que pour moi le gluten c'était vraiment un j'aimais bien des vraies pâtes et quand j'ai remplacé par des pâtes sans gluten, pour moi c'était, ça avait rien à voir. Donc pour moi en fait c'était vraiment pas bon du tout donc je voulais pas manger ça. Et Mmh. donc en fait, je revenais à manger, très peu de choses comme du riz ou et à force de manger que du riz, bah, ça me plaisait plus, quoi. Donc j'ai Mmh. commencé à Mmh. trouver de nouvelles saveurs et après j'ai commencé en décembre à manger très, très peu. Sauf que j'ai quelques profs qui se sont dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mmh. Sauf qu'au début, enfin ça se passait bien, enfin je leur disais: «Rien, je mange bien à la maison», tout ça. Eux, ils commençaient à voir physiquement que tu changeais? Qu'est-ce qui les mettait sur la piste, en fait? D'habitude, je suis très volontaire en cours et là, Mmh. j'arrivais plus à lever la main, j'avais un manque Mmh. d'énergie. Enfin, je regardais, le tableau sans rien dire, donc les profs se sont dit: Mmh. «Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est Oui. fatiguée?» Ouais, comme si tu étais en train de t'éteindre, tu sais? C'est Oui, le voilà. c'est le mot qui me venait, quoi. Ils te voyaient t'éteindre, en fait. Du coup, oui, ça les a alertés. Oui, Mmh. c'est exactement ça. Du coup, après, bah, ma maman m'a emmenée chez une pédiatre en urgence parce Mmh mh. qu'à midi, je suis rentrée à la maison et en fait, bah, je faisais à manger des choses sans gluten. Sauf que mes parents, ils étaient là 5 minutes, ils quand j'arrivais, ils avaient fini de manger, donc ils repartaient au travail et je commençais à manger, pas beaucoup et en fait, bah, après je donnais tout aux chiens. J'étais vraiment pas bien et un Mmh. midi, j'ai fini plus tôt, donc j'ai dû manger avec mes parents. Oui. J'avais fait cuire des courgettes que j'arrivais même pas à manger, des courgettes à l'eau pourtant. Et en Mmh. fait, ma mère, elle s'est rendue compte qu'il y avait vraiment un problème, que ma perte de poids était expliquée du coup, parce Beh, qu'ils oui. comprenaient pas pourquoi. Et bah, ma maman, elle a pris rendez-vous avec une pédiatre en urgence. Je Mmh suis allée mh. voir la pédiatre le soir même, donc j'ai eu de la chance de trouver un rendez-vous aussi Mmh. rapidement. Là, j'avais déjà perdu 10 kilos depuis le début du confinement. Et la pédiatre a dit que ma maman se faisait des films. Si je mangeais pas, c'est parce que je faisais des caprices. Tout allait très bien, que j'étais en parfaite santé. Mmh. J'avais très très froid et elle disait que c'est normal qu'il faisait froid dehors alors qu'il faisait pas très froid justement. Enfin, plein de Mmh. petites choses comme ça. Donc ma mère elle s'est dit bon bah d'accord, on va laisser le temps passer. Et Mmh le mh. pédiatre nous a donné un numéro à appeler au cas où mon état se dégradait. Donc ma mère, Oui. à peine rentrée, elle a appelé le Mmh. pédiatre. C'était un pédopsychiatre, pardon. Donc j'ai eu rendez-vous avec ce pédopsychiatre une semaine après. Et il m'a expliqué les conséquences si je mangeais pas. Mmh Sauf que mh. j'étais complètement dans le déni. Je me disais mais pourquoi Mmh. je vais le voir, il va me dire n'importe quoi. En plus, il me raconte des trucs faux. Enfin, pour moi, c'était Mmh. complètement faux. J'arrivais pas à me faire entendre que j'étais malade. Après, donc on était fin décembre. C'était les périodes de Noël. Ma maman avait fait un super gâteau pour Noël et on mangeait presque jamais ensemble. Et là, il y avait mes frères et sœurs et j'ai pas du tout réussi à manger. Enfin, j'ai mangé très très peu. Et là, mes parents ils se sont dit oui, il y a vraiment quelque chose. Sauf qu'au début, mon papa il comprenait pas que j'étais malade. Pour lui, je faisais juste attention à ce que je mangeais. Après, je suis rentrée en janvier à l'école. Donc, après ces vacances de Noël, j'ai quelques profs qui m'ont dit, ah bah dis donc, t'as fait beaucoup de sport pendant les vacances? Et je leur ai dit, oui, j'ai fait du tennis de table, j'ai eu des compétitions, c'était intensif alors que j'arrivais même plus à jouer. Mmh. Donc après, j'ai eu encore rendez-vous avec ce pédopsychiatre. Il a vu que mon état, il se dégradait, sauf qu'il m'a dit Mmh. qu'il fallait que je reprenne les choses en main. Donc en fait, Mmh. j'arrivais pas du tout. Après, j'allais à l'école. J'ai demandé à retourner à la cantine à ma maman. Donc ma Mmh. maman, on avait fait un PAI pour que je Ouais. puisse ramener mon repas à la cantine, tout ça. J'avais vraiment envie de me battre, de manger, enfin de retrouver une vie vraiment comme avant, de pouvoir Mmh. retrouver la joie de vivre parce que depuis que je suis petite, je rigole tout le temps, j'ai tout le temps un Beh, grand oui. sourire, sauf que là, j'arrivais plus du tout à rigoler. Mmh. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu quand même une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé en toi? Parce que tu disais juste avant que, quand tu es allée voir le pédopsychiatre la première fois, il y avait vraiment pas conscience qu'il y avait un problème. Enfin, tu parlais de déni, en fait, de la maladie. Mais là, en fait, il commence à s'installer
Tu vois, il y a quelque chose qui Oui, change, j'ai c'est exactement l'impression. ça. Enfin, Mmh. je parlais beaucoup avec mes parents, surtout avec ma maman qui a vécu ça. Donc elle me disait, tu sais, moi je suis allée à l'hôpital quand j'étais jeune, Mmh. j'ai passé 5 mois là-bas, j'ai même pas vu mes parents. Enfin, pour moi, je me disais, mais je vais jamais aller à l'hôpital, mon état, il est Mmh. pas grave du tout. Enfin, déjà là, je me disais juste qu'il fallait que je mange pour retrouver de l'énergie. Mmh. Du coup, bah, j'ai commencé à essayer de me battre. Donc le matin, des fois, comme mes parents ils étaient pas là, j'avais aucune motivation, donc j'arrivais presque pas à déjeuner. Et après, j'arrivais au collège. Un midi, j'ai demandé au CPE de réchauffer mon repas parce qu'il m'avait dit qu'il y avait un micro-ondes. Mmh. Et il m'a clairement dit, bah nous ici on n'a pas de micro-ondes, manger froid, ce sera meilleur. Oh! J'ai commencé à manger un repas froid, sauf que Mmh. déjà que j'étais glacée, bah j'avais encore plus froid. Mmh. Donc en fait, j'ai presque pas mangé le midi et je suis rentrée à la maison, bah c'était pire qu'avant. Pour moi, dès qu'il y a quelque chose qui se passait mal, bah j'avais pas le droit de Mmh. manger. C'est ça, dès qu'il y avait un caillou dans l'engrenage, en fait, hein, que ça venait voilà, compliquer, en fait, tes résolutions, du coup. Hein, il y a quelque chose ça s'effondrait, en fait. Oui, c'est exactement ça. Mmh. Donc après, en février, mars, bah j'ai commencé à essayer de remanger, comme je vous l'ai déjà dit. Sauf Mmh. que j'y arrivais pas du tout. Je mangeais que le soir, presque rien du tout. Donc en fait, j'allais à l'école, mais c'était horrible pour moi. J'avais froid tout le temps, j'avais les ongles bleus. Enfin, Mmh. j'arrivais même plus à tenir à l'école. Des fois, j'étais tellement dans l'hyperactivité que je me levais très tôt le matin pour aller marcher avant d'aller au collège. Mmh. Je rentrais, je disais à ma maman que je mangeais le midi, mais je sortais le midi marcher dans la ville. Après, à la maison, j'allais courir sur le tapis de sport alors que j'étais très faible. Ensuite, j'allais au collège, puis je revenais à la maison courir. Et ensuite, j'allais au ping-pong en disant oui, Mmh. je fais très bien, j'ai repris du poids, alors que c'était complètement l'inverse. Mmh. Tous les jours, c'était comme ça, sauf le samedi, dimanche. Pour moi, c'était horrible parce que je pouvais pas aller à l'école à pied. Donc, en fait, j'étais très mal. Donc, en fait, Eh je me oui. levais très tôt pour aller marcher dans la ville où j'habitais Mmh. pendant très très longtemps. Sauf que le midi, je revenais à la maison. Mes parents, ils étaient en train de travailler. Ils devaient revenir à midi. Sauf que moi, pour moi, à midi, c'était très important. Donc, je les appelais en disant, mais vous venez, vous venez. Sauf qu'ils venaient jamais. Enfin, ils venaient après, mais vers 12h30. Donc, Mmh. j'étais très énervée. Alors Mmh. qu'avant, c'était pas du tout comme ça. S'ils arrivaient après, bah, ils arrivaient après. On allait manger calmement. Sauf Ouais. que là, c'était horrible. Mmh. Je leur faisais à manger et je n'arrivais pas à manger ce que je faisais. Donc en fait, Mmh. après, je repartais marcher quand mes parents étaient repartis. Et après, je revenais à la maison, j'allais faire du sport très tard. Et après, on allait manger. Et après, j'allais refaire du sport. Sauf que je mangeais pas, j'arrivais pas à manger. Enfin, je Mmh. mangeais très peu, je mangeais que des légumes ou encore presque rien. Et le dimanche, bah, c'était horrible parce que mes parents, ils étaient pas là de la journée. Donc en fait, je passais ma journée à courir sur un tapis jusqu'à temps que mes sœurs arrivent le soir parce que c'est mes demi-sœurs, donc elles étaient chez leur papa. Mmh. Donc j'avais juste une envie de tout stopper, quoi. Enfin, je voulais juste qu'elles arrivent et me dire mais Clémence, Mmh. arrête. Ouais. Sauf que j'arrivais pas. Mmh. Donc j'étais contente parce que le lundi, je reprenais mon train de vie, ma petite routine dans ma zone de confort. Mmh. Et donc j'ai fait ça pendant au moins un bon mois et demi. On a été reconfinés en mars. Mmh. C'était école à la maison. Et pour moi, bah, c'était horrible parce que je Mmh. devais plus sortir de la maison, je pouvais plus faire ma petite marche quotidienne. Enfin, pour moi, c'était vraiment un vrai calvaire. J'avais très peur. Je me disais, mais comment je vais faire? Je pourrais plus faire ce que j'ai envie de faire. J'étais très en colère. J'avais peur de l'imprévu. Donc, je me levais très tôt le matin et j'allais marcher sur le tapis de sport en faisant mes cours en vidéoconférence. Mmh. Enfin, c'était n'importe quoi. On devait mettre notre caméra en vidéoconférence, on était obligés, c'était écrit dans le règlement Mmh. que le directeur nous avait envoyé, sauf que moi, je mettais pas ma caméra. Et les autres qui mettaient pas leur caméra, ils étaient sanctionnés. Et sauf que moi, je mettais pas ma caméra et j'avais aucune remarque. Donc je me suis dit, Mmh. ils pensent qu'il y a déjà un problème. Et en fait, pendant ces cours de vidéoconférence, durant ces 2 semaines, j'enchaînais des crises et des crises, on va dire, de boulimie. Que je mangeais pas les aliments. Enfin, c'était vraiment horrible pour moi. Enfin, j'arrive même pas à décrire comment c'était horrible. Mmh. Enfin, Mmh. le soir, quand je me brossais les dents, j'avais
la langue qui saignait. Tellement j'avais enchaîné des... Enfin, ça pouvait être... Enfin, je mangeais par exemple 5 paquets de chips par jour avec tous les gâteaux du placard. Enfin, mes parents, ils comprenaient pas comment le stock, il descendait si vite. C'était vraiment horrible. Sauf que je mangeais pas les aliments. Et après, donc ça, c'était pendant les 2 semaines. Et après, on a eu des vacances. Donc, les vacances confinées. La première semaine, mes parents, ils étaient là. Parce qu'ils étaient là le midi. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Parce que j'avais eu une discussion avec mes parents où ma mère, elle m'avait vraiment fait comprendre qu'il y avait vraiment un problème. Que mon cœur, il pouvait s'arrêter à tout moment. Donc, je me suis dit, oui, vraiment. Puis, je voyais mes parents pleurer souvent. Enfin, surtout ma mère, mon père, il le montrait pas. Mais ça se voyait vraiment qu'il était très triste. Donc, en fait, j'ai commencé à essayer de remanger. Sauf que mon corps, il n'arrivait pas à se remettre en route. Donc, en fait, je mangeais beaucoup le midi. Mais le soir, j'étais tellement ballonnée que c'était impossible de manger pour moi. Donc, en fait, c'était un cercle sans fin. Parce que si je mangeais le midi et pas le soir, c'était quand même n'importe quoi. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de constipation. Une constipation sévère. Donc, au départ, j'avais vraiment très, très mal au ventre. Donc, ma maman m'a emmenée dans un hôpital à côté de chez moi. Le directeur du service des urgences m'a vraiment très très mal parlé. Il nous a limite dit de partir. Alors que moi, j'étais en train de pleurer. Il y avait personne dans le service. J'étais la seule personne. C'était super calme pour une fois. Et il m'a dit clairement, moi, je bouffe, je chie. Oh, ah oui. Oui. C'est d'une violence, hein. Ah oui, ma mère, elle m'a dit, mais c'est impossible de parler comme ça à une enfant de 14 ans. Bah oui. Mais ça veut dire que pendant toute cette période, il n'y avait plus de suivi médical, en fait, avec le pédopsychiatre. Il y en avait très peu, parce que pour moi, j'étais dans le déni. Il me disait n'importe quoi. Donc, en fait, je voulais plus le voir. J'avais demandé à mes parents d'arrêter tout suivi médical et que j'allais réussir moi-même, que les médecins, ça me stressait plus qu'autre chose. Enfin, j'avais vraiment peur d'aller au rendez-vous. Je pleurais la nuit, je dormais la nuit, je pensais qu'à ça. Enfin, pour moi, donc, je me suis dit, bon, mes parents, ils ont arrêté les rendez-vous. Maintenant, c'est à moi de me battre. Et sauf que j'y arrivais vraiment pas. Donc, je suis allée à cet hôpital qui m'a clairement renvoyée à la maison. Je suis allée chez le médecin le jour d'après, qui m'a donné des laxatifs en poudre. Il m'a dit, dans 2 jours, normalement, ça devrait être bon. C'est pas passé, donc j'ai attendu le traitement 2, 3, 4, 5 jours. Et ensuite, je suis allée à la pharmacie. Elle m'a donné des comprimés à avaler. Et c'était maximum 1 à 2 par jour, et 2, c'était vraiment énorme. Donc j'ai fait ce qu'elle m'a dit pendant 3 jours. Sauf qu'elle m'a dit que ça devrait être efficace en 5 heures. Sauf que c'était pas du tout efficace. Et un matin, je me suis réveillée... C'était vraiment horrible de me voir devant le miroir. Je me suis dit, mais mon corps, il enfle alors que c'est horrible. Et du coup, un matin, j'avais vidé la boîte. Il y avait personne à la maison. Et le midi, mes grands-parents étaient à la maison pour venir manger avec nous. J'ai mangé pour leur faire plaisir parce que je les voyais vraiment très inquiets. De base, j'allais faire du sport direct après manger. Donc, en fait, j'allais marcher tout ça. Et là, j'ai dit à mes parents, je vais me proposer, ça va pas du tout. Et donc mes parents ils se sont dit oula, il y a quelque chose, c'est pas dans son habitude de se reposer. Donc en fait je suis allée me reposer et tout, et après ma mère est montée et je voyais tout noir, j'avais très mal à la tête, j'arrivais plus du tout à marcher, j'avais qu'une envie, c'est de tout arrêter, de me dire mais pourquoi je peux pas être comme avant, enfin les gens rigolaient puis moi j'étais très mal, j'arrivais plus à rien faire. Donc je suis allée dans mon lit, j'ai dormi 1 heure. Et après, je me suis levée et j'ai dégringolé les escaliers. Ma mère m'a direct emmenée aux urgences. Et j'ai direct été pris en charge par vraiment une équipe soignante. Ils étaient au moins 5 autour de moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont fait direct une prise de sang, direct des analyses. J'ai fait un électrocardiogramme. Et mon cœur, il battait à 26 pulsations par minute. Et donc la dame a expliqué à ma mère que si je ne serais pas venue dans la journée ou le lendemain, je serais décédée. C'était n'importe quoi pour moi. Ouais, t'y croyais pas en fait, je me disais, mais elle raconte n'importe quoi, cette dame. Enfin, qu'est-ce qu'elle me veut? Ils m'ont fait un lavement d'estomac en urgence. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui a sauvé mon intestin. J'ai failli faire une occlusion intestinale. Et donc, je me suis retrouvée hospitalisée le soir même. Mes parents, ils avaient expliqué que je mangeais plus, mais la dame, elle pensait que c'était l'adolescence, c'était une mauvaise passe. Et en fait, j'étais en blouse, donc elle m'avait pas vue. Eh oui. Après, ils ont voulu prendre mes constantes, donc ils nous ont pris mon cœur, tout ça, enfin mon pouls. Et après, ils ont voulu me mesurer et me peser.
Mhm. Et sauf que là, pour moi, c'était un vrai calvaire. Enfin, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je faisais 1m70 pour 36 kilos. Enfin, c'était horrible. Mhm. Donc, j'ai été hospitalisée. Je voyais très peu mes parents à cause du Covid. Donc, c'était un parent par jour. Eh oui. Et donc, au début, on m'a dit que j'allais rester que 2-3 jours. Et après, j'ai été transférée en soins continus après les urgences. Donc, c'était le bout du couloir des urgences. Mhm. Je suis restée 2 jours. La dame, elle m'a dit bientôt, il y a un médecin qui va passer, qui va vous expliquer le déroulement de la suite. Donc moi, pour moi, j'étais contente, j'allais sortir, j'allais Mhm. retrouver ma petite famille, mon chien qui Mhm. m'attendait à la maison. Mhm. Enfin, j'étais contente, quoi. Et donc le médecin est passé, il m'a dit que bon, mademoiselle, on va vous garder. Donc pour moi, Mhm. c'était l'effondrement total. J'allais rester 1 ou 2 jours de plus. J'étais très mal. Il m'a expliqué qu'une pédiatre allait venir dans la journée m'expliquer les prochains jours. Et donc Ouais. après ces prochains jours, le service où je devais aller était blindé, mais vraiment, il y avait une liste d'attente énorme. Donc j'ai dû être transférée dans un autre service avec des bébés en néonate. C'était Oui. vraiment très dur. Et C'est pas après, vraiment adapté, hein. oui, Ouais. voilà, c'était exactement ça. Les machines, elles bipaient toute la nuit. Moi, je dormais très mal. La nuit, j'étais aussi branchée à un électrocardiogramme. Mhm. Et donc, comme mon cœur battait très bas, bah, la machine bipait toute la nuit. Mhm. Donc en fait, à chaque fois que ça bipait, elle venait en courant, en allumant toutes les lumières. Donc c'était vraiment pas cool, quoi. Mhm. Enfin, elle s'y pouvait rien en même temps. Et donc après, la pédiatre, elle est venue 2 jours après, au lieu d'être venue dans la journée même. Et donc, elle m'a expliqué que j'allais être hospitalisée pour une durée de 1 mois minimum. Sauf que je suis Mhm. restée 2 mois en service de médecine des adolescents. Ouais. J'avais vraiment compris que j'étais malade, donc je me suis mis à manger ce que je pouvais, en essayant de reprendre des quantités normales. Enfin, au début, c'était très dur parce que le corps n'est plus habitué. Ben oui. J'étais tellement dénutrie que c'était impossible de reprendre du poids. Je perdais toujours énormément. Donc, Mhm. j'ai eu la pose de la sonde nasogastrique direct. Donc, tellement mon état était grave, ils avaient peur que mon cœur s'arrête du jour au lendemain. Mhm. J'ai eu au début des grosses doses par poche la nuit. Ouais. Et après, au fil des jours, ils ont essayé de diminuer. Sauf que quand ils diminuaient, je reperdais tout le poids que j'avais pris. Donc, Mhm. malgré l'alimentation à côté. Donc, en fait, ils ont augmenté. Sauf que après, c'était très dur psychologiquement. J'avais là-bas un pédopsychiatre et un pédopsychiatre interne. Sauf Mhm. qu'ils nous prenaient 5 minutes par semaine. C'est-à-dire qu'il y avait pas de soins spécifiques qui étaient mis en place pendant Non. cette hospitalisation. Alors, il y avait que des soins cliniques, mais aucun soin psychologique. C'est ça, ok. Donc, en fait, dès que je voyais ma maman, donc, Oui. en fait, c'était un parent par jour. Mhm. Et en fait, pendant mon hospitalisation, mon papa, il a eu le Covid. Donc, je l'ai pas vu pendant très, très longtemps. Alors, pour Mhm. moi, c'était Mhm. très long parce que j'avais l'habitude de le voir tous les jours, Bah oui, tout bien ça. sûr. Donc, en fait, j'ai pu voir ma maman qui faisait des tests tous les jours pour venir me voir. Dès qu'elle venait me voir, en fait, je vidais mon sac de la journée, je pleurais tout le temps. On n'arrivait jamais à Ben passer un oui. bon moment ensemble. Et en fait, c'était très dur parce que les infirmiers, ils comprenaient. Des fois, il y en avait qui venaient dans notre chambre parler, mais pour moi, ça me suffisait pas. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Mhm. J'avais un Mhm. chien que j'avais eu pour mon anniversaire 3 ans auparavant. Je dormais avec lui la nuit, je lui faisais des câlins, Mhm. j'étais tout le Mhm. temps avec lui. Et en fait, être coupée du monde auquel je vivais avant, c'était super dur pour moi. Mais oui. Et donc ça, c'était à quelle période? Donc, C'était au je suis printemps, là? rentrée en hospitalisation début avril, vers le 3 avril, et Mhm. je suis ressortie début juin. C'est ça. Sachant que là, pour les personnes qui nous écoutent, on est début octobre 2021. Donc ça, c'était au début de l'été, finalement, dernier. Donc, au bout de 2 mois d'hospitalisation, on a essayé de me retirer la sonde pour essayer de poursuivre mes efforts, mais à côté. Oui. Donc, c'était avec l'accord de mes parents. Donc, mes parents étaient très contents. Le pire, c'est que je l'ai retiré le jour de l'anniversaire de mon papa. Oh, Donc, je m'en c'est souviendrai symbolique, hein? toujours. Ouais. Et j'ai continué mes efforts à côté, sauf que la sonde, c'est vraiment une aide plus. Mm. Enfin, c'était vraiment très dur de continuer à côté. Donc, j'ai perdu du poids, mais j'en ai quand même repris après. Et donc, après, mes parents, ils ont demandé ma sortie parce que c'était vraiment très dur de rester à l'hôpital sans voir personne de la journée.
J'avais pas le droit au téléphone. Il y avait pas d'activité. Surtout qu'il y avait une personne qui avait été testée positive dans le service. Donc la personne a dû être transférée dans un autre service. On a dû tous se faire tester. Surtout que pour rentrer dans les services, il fallait se faire tester à chaque fois. Donc j'ai fait un nombre de tests PCR Et oui. énorme. Après tout ça, donc mes parents ils ont demandé ma sortie. Je suis sortie juste après la fête des mères. Et donc c'était vraiment contre avis médical. La pédiatre était pas vraiment d'accord, mais avec mes parents ils avaient pris les choses en main. On faisait tous les repas ensemble. Je touchais plus à la nourriture, c'était eux qui allaient faire tout. Donc d'habitude c'est moi qui allais faire les courses. Enfin tellement que j'étais dans la maladie, je me levais tôt, je faisais la marche énorme pour aller dans un supermarché, acheter 3 pauvres légumes et faire une poêlée juste après. Enfin c'était n'importe quoi. Pour le pire, ne pas en manger. Donc là, c'était vraiment mes parents qui faisaient tout. Donc là, j'ai vraiment retrouvé goût à la vie. Enfin, c'était vraiment dur parce que quand je suis rentrée à la maison, c'était pas facile. Enfin, de reprendre une bonne alimentation, de pas reprendre les mauvaises habitudes d'avant, de plus faire du sport quand mes parents n'étaient pas là. Et en fait, quand je suis rentrée à la maison, ma plus grande peur, c'était de recommencer ces crises alimentaires. Et oui. Parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, j'en faisais toujours. Mes parents avaient le droit de me ramener quelques gâteaux. Et en fait, je disais à mes parents que j'avais mangé les gâteaux. Sauf qu'en fait, je les avais pas mangés. Enfin, je faisais des crises avec ces gâteaux. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et au début, quand je suis arrivée dans le service, je devais être 1 semaine en isolement pour être, soi-disant, non positive au Covid. Sauf que j'avais déjà fait un test. Donc, là, je devais manger toute seule. Enfin, j'avais personne, alors que d'habitude, on mangeait tous ensemble dans une grande salle avec des infirmiers pour avoir un peu un lien de sociabilité. Oui. Donc ça, vraiment, franchement, au début, j'étais contre, mais ça m'a vraiment aidée. Donc, au début, je m'étais vraiment... mes parents, ma maman était là pour l'heure du goûter parce que c'était le samedi et dimanche, il n'y avait pas de médecin, que des infirmiers. Donc, en fait, c'était ma maman qui était là le reste de la journée, de 13h à 19h. Et alors qu'en semaine basique, c'était 17h, 19h, donc c'était 2 heures par jour les visites. Donc ça passait très vite. Le week-end, donc quand je suis arrivée dans le service, j'étais en isolement. Sauf que j'étais vraiment en colère de pas pouvoir être avec les autres, d'essayer de me faire des amis, tout ça. Sauf que donc j'étais en colère, donc l'alimentation ne suivait pas. Et oui. Donc en fait, je disais que j'avais mangé mon goûter. Sauf que des fois, quand je le mettais dans les toilettes, enfin des trucs comme ça, je faisais tout pour pas le manger comme j'étais très énervée. Et un dimanche, ma maman était venue me rendre visite et avec ma maman, on en rigole toujours parce que je lui avais fait croire que mon yaourt était périmé, qui piquait. Donc j'ai dit à ma maman de goûter et à ce moment-là, une infirmière est rentrée dans la chambre. Ah. Du coup, en fait, elle a découvert mon petit secret. Du coup, on avait la honte avec ma maman. Du coup, ma maman, elle me dit, je referai plus jamais ça. C'est pas bien ce que j'ai fait. Donc, ça, on en rigole encore. Enfin, on rigole toujours des petits moments comme ça. On essaye que ça devienne pas un traumatisme. Parce que quand je suis rentrée à la maison, j'y pensais toujours. Enfin, il était 8h. Je me disais, les autres, ils se réveillent. Bah oui, bien sûr. Ou il était midi, les autres, ils sont en train de manger. Mais oui. Enfin, c'était que des petits trucs comme ça. C'était vraiment horrible. Enfin, même la journée, des fois, je pleurais parce que je pensais tellement à ça que c'était horrible. Et du coup, après que tu sois rentrée à la maison, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Où est-ce que tu dirais que tu en es aujourd'hui, là, début octobre? Quand je suis rentrée à la maison, au début, c'était quand même dur. Mais j'ai pas baissé les bras. Enfin, dans une guérison, il y a toujours des rechutes. Donc, dès qu'il y avait un petit coup de mou, j'en parlais à mes parents. Donc, on relevait la pente ensemble. Après, donc, je suis arrivée à la maison début juin. Et mi-juin, j'ai commencé à faire des convulsions alimentaires comme je m'étais trop privée. Donc, en fait, j'adorais le pain depuis que je suis petite, sauf que j'en mangeais plus à cause de la maladie. Et donc, après être sortie, j'ai commencé à manger une demi-baguette par repas. Après, ça allait jusqu'à une baguette.
Et donc mes parents, ils étaient contents, ils me disaient bon, on va racheter du pain du coup pour ce soir, on va en prendre plus. Du coup, je mangeais tout le pain, je mangeais 2 baguettes, je mangeais des plâtrés de pâtes énormes. J'adorais la pastèque, donc mes parents ils achetaient une pastèque, j'arrivais à la manger entière des fois, tellement j'arrivais plus à me contrôler, alors que j'avais pas faim. Enfin, c'était vraiment pour calmer ces crises. Donc il y avait vraiment beaucoup de crises dans presque tous mes repas pendant au moins 2-3 semaines, ou par exemple de la glace. Enfin, mais je prenais du plaisir. Donc ça, c'était le plus important. Vraiment dans ce phénomène, tu sais, de faim extrême, où le corps vient réclamer, en fait. Oui, c'est exactement ça, c'est la faim extrême. À peine sortie de table, j'avais encore faim. C'était vraiment un cercle vicieux, parce que j'avais faim, donc après je remangeais, puis le soir je remangeais, tout ça, sans prendre énormément de poids. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à continuer. Après, en variant mes plaisirs, et là, franchement, la maladie avait pas disparu, mais était presque partie. En fait, me faisait plaisir. Donc, il y avait des fois où elle revenait en ayant des pensées toujours négatives, mais j'arrivais à me faire plaisir. Et en fait, j'en parlais à mes parents, tout ça. Donc, ça a réglé le problème pour moi. Dès que j'avais passé un bon moment, j'avais le droit de me faire plaisir. Ou dès que j'avais passé un mauvais moment, j'avais pas le droit de me faire plaisir. Enfin, c'était des choses comme ça. Donc après, je suis sortie de l'hôpital, je suis allée voir mes copains et copines à l'école. Et je leur ai fait la surprise parce que j'ai dit à personne que je sortais, sauf à mes parents. Et ils étaient vraiment tous émus, même la prof. Donc en fait, j'ai dû leur faire un discours pour parce que vraiment, ils m'ont vraiment énormément soutenue dans ma guérison. À l'hôpital de A à Z, ils prenaient des nouvelles de moi, ils ont mis des lettres dans ma boîte aux lettres, ils ont fait des mots sur des feuilles qu'ils ont mis aussi dans la boîte aux lettres, ils ont mis une image de moi avec un cercle de tous les prénoms, avec des mots des profs, des élèves, vraiment tout le monde. Et franchement, ça m'a vraiment touchée, c'était vraiment, j'y pensais tout le temps, je l'ai même accrochée, j'ai toujours la feuille que franchement, des fois quand ça va pas, je la regarde, je me dis que c'est ma détermination. Franchement, ils m'ont vraiment aidée et à l'heure d'aujourd'hui, je tiens à les remercier énormément parce que franchement, sans eux, c'était vraiment très dur parce que je m'entendais très bien avec toute ma classe, je rigolais bien avec toute ma classe. Et quand au début, je leur ai dit que j'étais malade, que j'allais pas au collège. Donc en fait, ils se sont dit, ah, Clémence, elle est malade. Et jusqu'au jour où j'ai dû dire à mes profs que j'étais hospitalisée, ils se sont dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, au début, j'en ai parlé à personne. J'ai dit à personne que j'ai des problèmes avec l'alimentation, vraiment personne. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un problème, donc ils se sont voulu beaucoup. Mais en fait, c'était pas de leur faute, c'était vraiment plein de problèmes extérieurs. Donc, ils m'ont vraiment aidée. Et franchement, aujourd'hui, j'étais au lycée, donc en début d'année, j'ai fait une seconde générale. Donc, j'ai quitté tous mes anciens copains, copines pour aller dans un nouveau lycée. Et ça s'est vraiment très mal passé. Alors, j'en ai parlé avec mes parents. Et comme mes parents tiennent un hôtel, depuis que je suis petite, je voulais être maître d'hôtel. Donc, je me suis dit, j'ai envie de faire ce que je veux. Ce qui m'est arrivé depuis que je suis petite, franchement, je dois vivre ma vie à fond. J'ai failli mourir. Si je veux vraiment, c'est moi qui choisis ma destination. Donc, j'ai décidé de faire une alternance en hôtellerie avec mes parents, puis presque un mois, et ça se passe très bien. Franchement, j'adore ce que je fais. Donc, j'espère que ça va continuer parce que je suis vraiment épanouie. Avant, j'allais au lycée avec la boule au ventre, j'avais peur, je pleurais tous les soirs. Et depuis une semaine, je suis trop contente d'aller à l'école. Enfin, je vais apprendre de nouvelles choses, je vais apprendre ce qui me plaît. Enfin, puis vraiment, j'ai retrouvé une joie de vivre que j'avais plus avant. Enfin, avant, je rigolais plus. Je parlais plus à personne, je marchais la tête baissée, enfin j'allais très très mal. Et là, je rigole en cours. Enfin, j'arrive à retrouver un lien de sociabilité avec les gens de mon âge. On rigole beaucoup. Enfin, franchement, je préfère la vie que j'ai aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Mais oui, ce que j'entends, c'est que tu te sens vraiment à ta place en fait dans cette formation-là. Dans vraiment ce choix du cœur, c'est ça que tu disais, j'ai envie de faire ça depuis toute petite. J'avais pas de mauvais résultats à l'école, mais c'est juste, je pouvais pas continuer dans un secteur général.
un secteur qui me faisait du mal. Effectivement. Et du coup, alors, parce que je vois qu'on va bientôt devoir se quitter, quel message tu auras envie de transmettre après tout ce parcours, toutes ces difficultés, toute cette solitude aussi? J'ai entendu que c'est vraiment une épreuve que tu as pas traversée seule, mais en tout cas, il y avait quelque chose de beaucoup de solitude. Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre à ceux qui nous écoutent? Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des petits problèmes comme ça. Donc en fait, je pensais jamais m'en sortir. Je pensais vraiment être toujours dans ma vie. Je me disais, mais plus tard, je vais dire à mes enfants, non, je mangerai pas. Je mangerai pas avec vous. Vous allez manger, mais sans moi. J'allais leur expliquer pourquoi je mange pas ceci, pourquoi je mange pas cela. Et en fait, tu voyais ça loin, en fait. Oui, je pensais, et même plus tard, je me disais, quand je serai grande dans mon appartement, il y aura rien dans mon frigo, il sera vide. Je mangerai pas. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il va me dire de manger? Qu'est-ce qu'il va me dire de pas manger? Donc en fait, faut vraiment jamais abandonner. Faut toujours voir le bon côté des choses. Il faut vraiment laisser le temps faire les choses. Et les personnes qui ont un passé difficile auront plus tard un avenir super. Enfin, c'est ce que mes parents m'ont toujours dit. Quelqu'un qui a un passé difficile, plus tard, il va très bien réussir dans sa vie. Après, je suis très contente d'avoir des amis comme j'ai eu, que je suis toujours en contact avec eux et franchement, ils m'ont vraiment aidée. Même ma famille, mes proches, mes profs, etc., je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils m'ont vraiment énormément soutenue. Et aujourd'hui, est-ce que tu es soutenue dans ce chemin de guérison? Comment tu es accompagnée? J'entends qu'il y a tes proches, ta famille. Est-ce que tu continues à avoir un suivi médical, un suivi psychologique? Au début, c'était du coup en août, j'avais toujours un soutien avec une psychologue, avec un pédopsychiatre, avec une pédiatre, une psychothérapeute. Et j'avais mes proches qui m'aidaient énormément, mes amis et des professeurs qui prenaient toujours des nouvelles, etc. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus que ma psychothérapeute. J'ai plus de psychologue parce que ça s'est mal passé. Enfin, dès que j'allais la voir, on remuait les mauvaises nouvelles. Donc, en fait, c'était vraiment pas cool. Enfin, je ressortais toujours en pleurant. J'avais le moral à zéro à chaque fois. Donc, j'ai souhaité arrêter. C'était mon choix. Enfin, donc, et je vois toujours ma pédiatre. Dès que je vais la voir, ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles, pardon. Elle est fière de moi. Elle me dit de continuer. Elle veut que ça soit comme ça tout le temps. Enfin, franchement, ça fait vraiment plaisir d'entendre cela. Enfin, si je pouvais transmettre un message, ce serait vraiment de toujours y croire, de jamais abandonner et de toujours positiver. Même si c'est dur, faut se battre. Tu sais, tu disais tout à l'heure, la petite fille que tu étais aussi, très énergique, très pleine de vie, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça que tu retrouves aujourd'hui, finalement. Hein. C'est cette énergie de vie. Ouais. Quand j'étais petite, je bougeais tout le temps. Puis là, j'aimais plus faire ce que j'aimais faire quand j'étais petite. Et là, je retrouve les plaisirs de faire des choses que je m'interdisais avant. Enfin, j'ai pas assez profité de mon adolescence et maintenant je pense qu'il faut vraiment que j'en profite à fond car c'est vraiment une super période de notre vie. C'est là où on s'épanouit le plus et on rentre dans le monde supérieur, donc autant en profiter maintenant. Oui, tu es en train de rattraper le temps perdu, là, voilà, j'entends. C'est exactement ça. Oui. On va se laisser pour... Il y aurait sûrement encore beaucoup à échanger. Là, j'arrive au bout de ma voix aussi. Pour vous qui nous écoutez, voilà, il va y avoir après la conclusion de cet épisode où j'aurai... J'espère une voix un petit peu meilleure. Je te remercie beaucoup Clémence d'être venue nous apporter ton témoignage et ton expérience de la maladie et là où tu en es aujourd'hui. Je serais ravie d'avoir de tes nouvelles. Avec plaisir. Oui, d'en donner peut-être aussi ici dans quelques mois. Et puis, je te souhaite une très bonne suite de cette formation aussi, qui t'épanouit, comme tu nous le disais, pleinement. Un bon cheminement aussi dans ce processus de guérison et de retrouver la Clémence que tu étais avant, mais qui va être aussi une adulte, une adolescente, une adulte, et continuer son chemin de vie dans toute cette énergie de vie là qui est présente et que tu nous transmets ici. Merci beaucoup Clémence. Merci à vous. Me revoici à la fin de cet épisode avec toute ma voix pour le conclure. J'ai pris des nouvelles de Clémence en ce début d'année. Elle se bat toujours avec des hauts et des bas. Le chemin de guérison de l'anorexie n'est souvent pas linéaire comme tout cheminement thérapeutique.
elle garde la confiance dans sa guérison ainsi que le courage d'aller vers la vie avec cette pulsion qui l'habite. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel opus de la pleine conscience du pouvoir.